Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Thomas me disait fais-moi un édito pour le départ de Jean-Michel Aulas. Il m'avait envoyé l'information en premium là, quand il a fait son live à 1h du matin. Je dormais pas encore, c'est le week-end. Et il est arrivé cette chose. Alors vous allez me dire, tu étais le premier à souhaiter le départ de Jean-Michel Aulas, effectivement. Quand j'ai commencé les éditos, il y a 2 ans, je suis un supporter comme les autres. J'avais dit, il faut pas se tromper de cible. J'avais fait un édito, j'avais dit merci Monsieur Aulas, on vous mettra une statue. C'était en août 2021, il y a presque 2 ans. Merci Monsieur Aulas, on vous mettra une statue devant le Groupama Stadium ou devant Gerland. Pour prendre cet édito, je me souviens plus des termes exacts, mais il est temps de partir. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et à l'époque, c'était pour ces 34 années. Bravo pour tout ce que vous avez fait. C'est incontestablement un parcours d'un homme unique qui ne reviendra pas de sitôt, qu'on ne reverra pas de notre vivant. C'est un entrepreneur gigantesque, un homme exceptionnel, tant en parcours de vie qu'en parcours entrepreneurial. C'est évidemment, je ne lui arrive pas à l'orteil, évidemment. Donc déjà, j'éteins les critiques sur le fait que j'ai pas le droit de le critiquer, je ne lui arrive pas à l'orteil. C'est évident. Sans lui, on ne serait pas là. Alors on va pas réécrire 1987, peut-être qu'une autre personne serait arrivée, mais sans lui, l'Olympique Lyonnais ne serait peut-être pas sur la carte du football. Et rien que pour ça, il mérite nos applaudissements. Rien que pour ça, il mérite notre infinie reconnaissance et notre éternelle gratitude. Bravo, Monsieur Aulas, vous avez fait de Lyon quelque chose sur la carte du football. Vous avez fait avancer le football féminin. Vous avez fait avancer notre club. Vous avez fait tout ce que l'on est aujourd'hui et pourquoi on vibre pour le club. C'est un homme d'affaires, avisé. C'est un bâtisseur, endurant. Je vais être obligé de sortir cette deuxième partie et c'est pas par plaisir que je l'ai fait. Gamin, j'ai été admiratif de Jean-Michel Aulas dans les années 2000. J'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années. Évidemment, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais étudiant, les yeux qui brillent, de voir les premiers titres. On comprend pas pourquoi on gagne. On gagne, c'est naturel à l'époque, et c'est vrai que j'étais jeune. Alors, ceux qui sont un peu plus âgés, ils se disaient, nous on a eu les vaches maigres. Et moi j'ai très vite eu les vaches grasses. Et on croit que c'est un air indéfini, qui dure, qui dure, qui dure. Puis un jour la machine s'arrête et se dérègle, et puis on met du temps à comprendre. Et on comprend pas. Mais on comprend néanmoins plus vite que celui qui a bâti, qui est lui-même pris dans l'ivresse de ses succès, parce qu'il est en première ligne. Et c'est difficile des fois d'avoir du recul. Le premier acte de mort, c'est Claude Puel. C'est évident. Pourquoi? Et j'en veux beaucoup aux journalistes parisiens d'avoir tué le Jean-Michel Aulas qu'il était. J'en ai parlé une fois à Pierre Ménès. Je lui ai dit, est-ce que tu es content à 100% foot? Je le connaissais personnellement à l'époque. Est-ce que tu es content, avec tous tes amis journalistes parisiens, est-ce que tu es content de faire ce que vous avez fait envers Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire le dernier titre de champion de France 2007-2008, il ne se passait pas une journée, sans que les médias parisiens, et je ne fais pas de l'antiparisianisme primaire, lynchent le club, critiquent le club dans son jeu, dans son fondement, critiquent Jean-Michel Aulas tous les jours de l'année. Et même à la fin, vous reprenez l'émission 100% foot avec Dominique Grimaud et Estelle Denis. Moi, je l'avais vu et je m'étais énervé. J'avais eu Pierre Ménès. J'ai dit, c'est inadmissible l'attitude que tu as eue. J'emploie les termes. Parce que tu n'as même pas dit bravo pour le titre. Même pas un bravo en 2008. On a gagné 3-1 contre Auxerre, avec des buts, il me semble, de mémoire de Benzema et Charlström. La dernière journée, on fait le doublé coupe avec Perrin. On fait coupe et championnat. On a eu droit toute l'année des passera pas l'hiver, Perrin avec Galtier, de la critique. On fait quand même un nombre de points conséquent. On gagne le championnat de France. On est champion. Et le lendemain, reprenez les titres de l'équipe de l'époque. C'est dézingue sur dézingue. Que de la critique. Même pas un mot de félicitations. Alors c'est vrai que ça usait les autres. 7 titres d'affilée. On peut comprendre une certaine lassitude. Tout comme on peut comprendre la lassitude qu'entraîne le Qatar aujourd'hui auprès de ses supporters et auprès du public amateur de football en général, parce que c'est omnipotent, ça bouge pas, il y a pas. De temps en temps, il y a Monaco, Montpellier ou Lille qui font un titre, mais tous les 3-4 ans, c'est rarement mieux.
Et c'est vrai que ça lasse. Et je peux comprendre cette lassitude, mais c'était aller trop loin. De fait, Jean-Michel Aulas, je pense qu'il y a une cassure. Et il dit, je vais arrêter, je vais prendre le modèle de mon ami Arsène Wenger. Je vais nommer un manager général à l'anglaise qui va s'occuper de tout le volet sportif, de l'équipe 1, la mise en place d'une équipe 2, jusqu'au centre de formation. Et il a nommé une personne qui s'appelle Claude Puel, qui était un bon entraîneur à l'époque, et il va donner des responsabilités élargies. Alors, de qui est la faute? Claude Puel, Jean-Michel Aulas? Je ne sais pas. Je ne suis pas en interne, il y a eu un procès en prud'homme pour ça. Ils se sont pris la tête, concrètement. Ça n'a pas fonctionné, force est de constater. Bon, il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est le début où on commence à ne plus gagner sportivement les titres. Jean-Michel Aulas, c'est beaucoup moins dans le vestiaire, mais beaucoup moins la pression aux arbitres. Il avait besoin de ce bol d'air, c'était incontestable. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense, j'ai ma petite hypothèse, une lassitude de la critique médiatique à son endroit, alors que lui, il pensait être dans le vrai, dans le juste. Donc il se dit, je vais prendre du recul sur le sportif, en nommant Monsieur Puel. Ça n'a pas fonctionné. On a les départs dans un premier temps en 2009. Faut pas oublier qu'on a quand même Karim Benzema et Juninho qui terminent l'année de plus. En 2009, on n'est pas champion et on a quand même ces deux joueurs-là. On a quand même un effectif pléthorique. Vous vous en souvenez, les fameux 10 milieux de terrain. On avait Pjanic, Ederson, Karlström. On avait un milieu de terrain pléthorique, Pjanic. Enfin, c'était pléthorique. On mettait Ederson en 9 parfois. Ensuite, on a fait venir, contre la vente de Benzema, on a fait venir Ali Sissoko, Bastos, Lisandro Lopez. On a fait venir 4 joueurs. Il y avait encore cette illusion, mais on n'est jamais revenu. Jean-Michel Aulas, au fil du temps, il s'est beaucoup concentré sur son stade, et c'est logique, c'est très chronophage, c'est énergivore pendant 6 années quasiment. Il est basculé dans une autre dimension, et on l'a jamais revu. Ce président qu'on a peut-être fantasmé, à juste titre ou pas, on ne l'a jamais revu. Et ça fait quand même 15 ans qu'on voit plus ce personnage. Alors, l'an dernier, lors de Lyon-Marseille, avec l'histoire du jet de bouteille, on s'est dit, on a retrouvé Jean-Michel Aulas qui va vers les arbitres, qui va faire le pushing auprès des médias en disant « Ouais, c'est pas normal et tout ». Et j'ai dit à Thomas « Ah, ça revient, là il revient ». Ce qui faisait sa force, c'est que c'est un général en première ligne. Et ensuite, il a utilisé un média un peu malheureux entre tous qui s'appelle Twitter, qu'il utilisait pour faire passer des messages, mais c'est pas un outil très approprié. Il vaut mieux une bonne discussion qu'un email ou un tweet, souvent, pour arrêter les quiproquos, parce que ça crée souvent beaucoup de quiproquos. Et il essayait de donner des coups de semonce, des coups d'infos contradictoires, positives, et là on est tombé sur... Autant on pouvait l'aimer parce qu'il défendait comme un lobby notre beefsteak auprès des arbitres, autant là il s'est presque retourné son public ado ces dernières années, parce qu'on se dit, voilà, il y a une duplicité, un Pinocchio, c'est-à-dire qu'il nous annonce une chose, qui fait l'inverse. Systématiquement, on savait qu'il nous annonçait des choses, qui se repliait sur sa vitrine de trophées chaque fois qu'on émettait une critique. Chaque fois que les supporters n'étaient pas au rendez-vous, il nous disait que c'était pas bien, qu'il fallait faire confiance à son triumvirat en place. C'était toujours cette rhétorique de défense un peu gauche et un peu pas à propos. C'est-à-dire, c'est un peu à côté de la plaque en français. Voilà. Il aurait été avocat, il aurait toujours été à côté de la plaque à la fin. C'était une communication circonstancielle, il défendait l'institution même quand c'était factuellement, et même avec des preuves, de manière probante, sans fondement. Donc à la fin, il a déresponsabilisé quelque part ces dernières années son triumvirat, que ce soit M. Ponceau, que ce soit M. Chiraud. Même à un moment de Juninho, il l'a défendu alors qu'il faisait pas le boulot de manager. Quand nous, on a émis des critiques, et moi le premier, j'ai dit la veste est trop grande, il n'a pas exercé cette profession de manager sportif Juninho, la veste est trop grande, il n'a pas eu un entretien d'embauche sérieux qui prouve qu'il a soit exercé le poste, soit qu'il est capable de se projeter sur ce poste, je me suis fait incendier. Pareil pour Peter Bosz. Jean-Michel Aulas, ensuite, lui, reprend les arguments, enfin, c'est pas forcément les miens, et il dit « Ah, mais oui, la veste était trop grande !» Bah alors, pourquoi tu l'as défendu pendant un an bec et ongle, puis le jour où il y a une anicroche, il sort tout l'inverse. Il est arrivé dans une communication, non pas de long terme, mais de plus en plus, soit inadéquate, soit conjoncturelle, donc c'était du court-termisme. Manifestement, il y a eu une interview il y a 3 ans, je crois, sur Canal+, où il était au Groupama Stadium et il avait dit, il était encore dans sa grandeur, concrètement,
et un peu une mégalomanie, et il disait « J'ai des propositions de pays du Golfe pour vendre le club », et le journaliste lui demande « À quelle hauteur ?» Et il dit « Ah, je vous le révèle pas ». Là, il a le sourire autosatisfait. Mais les portes de l'enfer et l'apocalypse n'étaient pas loin. N'étaient pas loin parce qu'on ne gagnait déjà plus de titres depuis de nombreuses années. Ça fait 11 ans qu'on n'a pas gagné de titres, et il fallait lâcher le club à ce moment-là. Et là, j'arrive sur la dernière partie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Thomas, l'an dernier, je l'ai déjà dit en plusieurs éditos, je lui ai dit, vous focalisez tous sur le sportif. La plus grande annonce de l'année, c'est pas le départ de Juninho, tout le monde l'a vu. La plus grande annonce de l'année, c'est quand publiquement dans l'équipe, le jour de Lyon-Porto, et je l'avais dit à Thomas, je lui ai dit, tu vas voir, je peux ressortir les SMS avec Thomas, c'est la plus grande nouvelle des 10 dernières années, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Personne ne l'a vu. Quand la banque Rennes est mandatée officiellement, par voie de presse, par les deux autres actionnaires minoritaires que sont Pathé et IDG. Et on apprend le jour même que M. Aulas n'était pas au courant, alors là pour une fois il a été sincère, de cette démarche. Et là je dis à Thomas, là ça va plus. Ça veut dire que quand des actionnaires qui détiennent des dizaines de millions d'euros, voire même des centaines de millions à eux deux, disent on a mandaté une banque américaine qui s'appelle Rennes pour vendre nos parts, et que le président en place à qui on fait confiance et qui est l'autre actionnaire qui a 30% ne le sait pas, bah en fait ce qui arrive le 5 mai 2023, 13 mois après, devient inéluctable. Inéluctable. Qui a pu croire une minute que Aulas allait faire 3 ans ? Personne. Ceux qui croient, levez la main, rechargez les batteries. Moi je pensais qu'il tiendrait jusqu'à l'été. Je l'avais dit à Thomas, il me dit jusqu'à quand ? Je dis, ça va chier au mercato. Sérieusement. Parce que s'il y a un duo, vu l'ego de M. Textor et de M. Aulas, et c'est logique, c'est des dirigeants d'entreprise, il n'y a pas de place pour deux. Il y a un trône, il n'y en a pas deux. Je me suis dit, putain, le pire scénario, c'est s'ils se prennent la tête pendant le mercato, les mecs. Et si Textor renverse la table. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, il faudrait remonter un peu en avant, mais on n'a pas les infos de M. Jérôme Sédou et des investisseurs sportifs, habituellement dans les enceintes sportives IDG. Pourquoi est-ce qu'ils ont posé un ultimatum par voie de presse interposée ? C'était pas leur intérêt. Parce que dès que ça se sait, ça se vend moins cher. Ça veut dire que pendant des mois, voire peut-être des années, certainement le Covid, M. Sédou et M. Aulas se sont sérieusement pris la tête en coulisses. Se seraient même sérieusement pris, je mets quand même du conditionnel, parce que en tant qu'homme d'affaires, M. Sédou, il va pas aller vous dire « Ah putain, j'en ai marre d'Aulas, je vais aller voir l'équipe, et je vais dire qu'avec les autres actionnaires, on a mandaté une banque. » C'est-à-dire qu'ils se sont quand même entendus pour aller contacter une banque, pour aller contacter l'équipe, pour le dire. Là, ça commence à devenir vraiment inquiétant. C'est là où j'ai dit, là, il y a vraiment un os. Tout ce qu'on voyait pas, l'Empire s'effondre. 40% des gens qui détiennent les capitaux sont en train de le lâcher publiquement. Comme, en gros, quand on lâche Diacre publiquement. Quand les joueuses lâchent Diacre publiquement. C'est-à-dire qu'en interne, il y a des discussions et ça marche pas. Ils sont allés voir Le Gret ne lâchait pas Corinne Diacre. Donc, à un moment donné, ça sort dans la presse. C'est-à-dire que vous avez Hervé Renard, Wendy Renard et ses coéquipières qui disent « Ah non, moi j'arrête l'équipe de France ». Voilà, quand ça sort à ce niveau-là, c'est que c'est plus possible. Mais quand c'est des hommes d'affaires, ils sont encore plus patients. Donc ça veut dire que ça fait des mois qu'ils disaient « Jean-Michel, tu vas dans le mur. Jean-Michel, tu vas dans le mur. » Ils l'ont dit. Bon, à un moment, ils ont dit « Bah non, on mandate une banque. » Alors, quand ça commence, cette histoire de banque, ça dure. Et l'affaire, elle a duré. Alors, très vite, ils ont réussi quand même en quelques mois à cibler Foster Gillette, à cibler, je ne sais plus comment ça s'appelait, la fameuse société, il y en avait une autre, vous me retrouvez le nom, et John Textor et ses amis, et c'est vrai que ça a été des montages, non pas comme 3 ans avant, quand il était au groupe Stadium avec Canal+, en disant « j'ai des fonds souverains qui veulent venir », non, là ça devient des montages très compliqués, avec beaucoup d'investisseurs, il s'est retrouvé sur des choix de seconde zone avec des Américains qui multipliaient les pôles d'investisseurs, plutôt qu'avec certainement l'Arabie Saoudite. Maintenant, on a vu qu'ils ont investi à Newcastle entre-temps. Ou des gens comme ça, parce que 3 ans ou 4 ans avant, c'était ce genre de personnes qui s'intéressaient à l'OL. Entre-temps, ils ont acheté Newcastle. Voilà, pas de bol. Donc, ils se retrouvent avec des investisseurs moins fortunés et surtout plus hasardeux. Il y avait plus de risques pour lui. Ça capote, les fonds traînent, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, hein, là, on réécrit tout le truc, mais que quand même pendant 6 mois, Textor, il n'a pas trouvé le pognon. Non, mais je préfère le dire quand même. Hein.
Ça a duré 3 mois, on repousse à 4, on repousse à 5, parce que je connais, on a la mémoire courte. Textor, ça a failli planter. Et Olas s'est accroché comme un damné à son radeau qui prend la flotte en plein milieu de l'océan avec des typhons. Vous ne l'oubliez jamais, ça. C'est que Textor, ça a été plus que galère pour qu'il arrive au club. Il a signé, je crois, en juin 2022, donc très rapidement après que la banque Reine l'ait trouvé. Mais quand même, faut pas oublier qu'il a pris possession du club seulement en décembre parce que ça a duré 6 mois. Et l'OL, ils avaient que lui. Et à un moment donné, il y a Pathé IDG qui ont dit, nous, on a une date butoir. C'est soit il y a un rachat obligatoire et on se casse. On se casse, on bosse plus avec Olas, on bosse plus avec Textor. Donc, il sort par la petite porte. Moi, j'avais dit dans un édito, Monsieur Olas, ne faites pas comme Liard, ne mourrez pas sur scène. Et c'était avant l'affaire IDG et Pathé. Je m'étais pas trompé. Je m'étais fait incendier il y a 2 ans. Je ne l'oublierai jamais. Parce qu'on touchait pas à Dieu Olas à l'époque. Je m'étais permis de toucher à Dieu Olas. Mais vous savez, quand vous avez un cancer, il vaut mieux le prendre stade 1 que stade 4. En France, on attend souvent stade 4 pour commencer à le détecter. Peter Bosz, je l'ai dézingué dès les matchs amicaux avec Thomas. Quand le mec, il prenait 5 buts, 4 buts contre les clubs portugais. Mais non, c'est bien. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un Hollandais, il est funky, il parle en anglais, le mec. Voilà. Ou il parle à moitié français, il a 8 sélections d'équipe du Pays-Bas, forcément qu'il est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-lui le temps de mettre en place le truc. Par contre, quand c'est un entraîneur français, c'est toujours pareil. Il faut qu'en 2 matchs, il y arrive. Mais c'est très français. On préfère toujours aider son voisin que sa famille. C'est vraiment une mentalité purement française. En Italie, en Espagne, c'est que dalle, ça marche pas ça. En France, vous mettez un entraîneur français, il n'a pas de temps. Vous mettez un entraîneur étranger, alors là, s'il est brésilien, alors là, lui, c'est la fête du slob, on se bat les couilles avec lui. Mais c'est très français, ces mentalités. On est vraiment dans des réflexes pavloviens de c'est Peter Bosz, il a 1 an. Et puis après, on arrive à l'intersaison, le mec, il s'échoue comme une merde. Il fait 25 points de moins de limite que Garcia. Ouais, mais c'était la première saison, il a le temps. Machin. Bon, quand c'est Garcia, quand c'est Blanc, ils n'ont pas le temps. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Garcia et Blanc, ils sont 100 fois meilleurs en coach que Peter Bosz, ils l'ont déjà prouvé. Mais c'est pas grave. Voilà, bon, c'est comme ça. Olas, ça fait 2 ans que je dis qu'il doit se sortir. Pour lui, je lui dis ne mourrez pas sur scène. Je lui dis bravo, bravo, bravo. Mais c'est dommage qu'il sorte comme ça. Et là, je vois qu'aujourd'hui, il y a une conférence de presse et qu'il n'est pas là. Donc là, clairement, c'est même pas qu'il est viré, c'est clairement qu'il est viré de chez viré. C'est-à-dire qu'il est viré limite persona non grata. Je prends aucun plaisir à dire ça. Je suis pas forcément rassuré du fait que M. Textor arrive, pas plus que du fait que M. Olas termine en autre boudin avec ses copains. Honnêtement, on verra. Qui vivra verra. Moi, je sais pas. Je sais pas qui sont M. Textor et ses amis. Je l'ai déjà dit plein de fois. On sait pas. Comme dit Thomas, on sait pas. Personne ne sait. On sait pas s'il y a 100 millions, 150 millions au mercato cet été. On sait pas. On sait rien. La vérité, c'est que je rends quand même hommage à cet homme. Parce que franchement, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Il y a une fin de parcours en pointillé, malheureusement. Mais qui n'a pas une fin de parcours en pointillé? C'est très compliqué. Même Louis XIV a une fin de parcours en pointillé. Napoléon a une fin de parcours en pointillé. Tous les grands hommes, même d'affaires, ont une fin de parcours en pointillé. Ou les grands hommes politiques. Il y a peut-être que les génies, et encore certains écrivains dérapent. Certains peintres dérapent en fin de parcours. C'est comme ça, mais bravo. Bravo 1000 fois. Merci 1000 fois pour ce que vous avez fait. C'est dommage, on a une ère où tout se sait. Il y a peut-être ici, il aurait exercé 20 ans avant, on aurait peut-être beaucoup moins su ce qui s'était passé sur les backstage, les coulisses avec ses associés, malheureusement. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait plus de main sur le gouvernail. Ça fait bien longtemps. Et il nous faisait croire, en nous montrant un gouvernail en plastique, qu'il menait un bateau qui n'était plus qu'un Zodiac. Quand il demande aux supporters « J'ai besoin de vous, le club a besoin de vous », il n'était déjà plus à la tête du club, c'était déjà Monsieur Textor, qui très rapidement, finalement, l'éjecte. Donc c'est 3 ans, quand il dit pour au moins 3 ans, ça c'est des choses. Maintenant, quand on reprend avec recul, c'est pas bien, Monsieur Olas. On a une ère où tout se sait, très vite. On n'est plus à l'ère de François Mitterrand qui peut cacher sa fille qu'il n'a pas eue, Mazarine Pinjot, enfin avec sa femme, pendant 20 ans, ce n'est plus possible, on n'est plus à l'ère du secret. Tout se sait en histoire de jours, de mois, tout se sait vite. Votre gouvernance de 3 ans, c'était pas possible d'y croire. Au mieux, ça durait 6 mois. On n'investit pas 850 millions d'euros pour laisser un monsieur qui est âgé, avec des gens qui ne sont pas forcément très compétents autour de lui, ou peu très investis, avec autant d'argent en jeu, on ne laisse pas des gamblers, des parieurs fous aux manettes. C'est vraiment triste ce qui arrive, c'est comme ça.
Je lui souhaite longue vie, je lui souhaite plein de réussite encore. Il en aura. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Voilà, c'était plus trop son projet, malheureusement, il s'est fait déposséder de son projet. Et bravo néanmoins. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.